la mort. Bien, donc Mishima part de la constatation que le Japon et même toutes les sociétés, j'allais dire modernes, se sont enfoncées dans la décadence, à savoir que les valeurs matérielles, l'argent, l'apparence, ont pris le pas sur les valeurs spirituelles, en particulier que les hommes au Japon et dans l'Occident en général ne pensent qu'à leur réussite matérielle ou à leur aspect comment dire, euh, à leur aspect extérieur, à leur coquetterie, que les hommes se sont, je cite, féminisés, que les valeurs viriles ont disparu, et donc il présente et commente un essai, enfin, un livre qui s'appelle le Hagakure, qui est un livre qui est tiré de leçons d'un samouraï du XVIIe, XVIIIe siècle qui s'appelle Josho Yamamoto. Donc, c'est cette Hagakure qui est en fait le titre japonais de ce que nous connaissons là sous le Japon moderne. Ça, c'est le titre de l'éditeur. Et oui, cette Hagakure, donc, ce qui veut dire en japonais caché sous le feuillage, c'est un ensemble de préceptes que ce samouraï a confié à un disciple pour qu'il le mette par écrit. Et c'est un ensemble de principes, de conseils de vie, de conseils de morale, d'ailleurs assez banal, euh, parfois même un petit peu trivial, parce qu'il donne des conseils pour éviter de bailler en réunion. Et on peut résumer les principes par la fidélité au Seigneur, au Daimyo, et fidélité qui doit aller jusqu'à la mort. Euh, oui, au sujet de la mort, Mishima fait une remarque intéressante, à savoir que autant en Occident, la mort nous apparaît sous un aspect répugnant ou terrible, autant au Japon, ils n'ont pas du tout cette notion de, d'aspect terrible, terrifiant, et qu'il n'y a pas de séparation nette entre la vie et la mort. Donc, on pourrait paraphraser cet Exupéry en disant que ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort également. Et donc, le samouraï est invité à se consacrer entièrement à la défense de son seigneur et à donner sa vie, j'allais dire, s'il le faut, et même en étant intrépide dans le combat, donc sans chercher à sauvegarder son existence. Il y a, il y a, il y a des points communs entre l'idéal des samouraïs et l'idéal des chevaliers, j'allais dire, du Moyen Âge, à la différence que la notion de fidélité à la dame, de quête mystique, c'est complètement absent de l'idéal du samouraï. Voilà ce qu'on peut en dire. Par ailleurs, Shima constate que ce qui est le plus proche de l'idéal des samouraïs dans le Japon contemporain, c'est l'attitude des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces jeunes gens, ces jeunes aviateurs qui délibérément plongeaient sur les navires, les croiseurs ou les porte-avions américains dans l'espoir de retarder le plus possible le débarquement des Américains. Donc, c'est une sorte on appelait des avions suicides. Et il trouve que c'est ce qu'il y a de plus proche dans le Japon contemporain de l'idéal des samouraïs. Et il note également que en temps de guerre, ce qu'il appelle la pulsion de mort peut se donner complètement. Et par contre, en temps de paix, la pulsion de mort disparaît et est complètement refoulée, ce qui pour lui lui semble préjudiciable à l'épanouissement, je veux dire, moral et intellectuel des hommes. Voilà ce qu'on peut vous dire.
Il me semble un vague souvenir, je ne sais plus Kelly si tu m'en as parlé ou si tu l'as déjà présenté un café cet auteur. C'est le dernier café, c'était un roman à lui. Et par contre, suite à ça, j'avais acheté le livre que Jean-Michel vient de présenter. Donc, excellent choix, Jean-Michel. Oui. Et est-ce que vous êtes devenu un samouraï après? Non, non, lui, je pense qu'effectivement, enfin, je pense que c'était un petit peu illusoire de la part de Mishima de vouloir rétablir l'idéal samouraï au XXe siècle, en sachant qu'on ne peut pas séparer cet idéal de la réalité, comment dire, de la féodalité japonaise, parce que les samouraïs ne sont jamais que les piliers d'un système féodal qui a persisté jusqu'au XIXe siècle et dont le Japon s'est débarrassé pour entrer dans la voie du progrès. Donc, ce serait un petit peu anachronique et j'allais dire même dangereux de vouloir rétablir le système féodal et j'allais dire rétablir l'idéal samouraï sans rétablir le système sur lequel il s'appuie, ça me paraît illusoire. Oui, Voilà, il était un petit peu idéaliste. C'est un petit peu idéaliste. Je pense qu'il avait toujours cette espèce d'idée de pureté, d'esprit, etc., qu'il a voulu remettre au devant de la scène. Mais effectivement, c'était plus l'époque. C'était lequel ton titre, toi, Kelly? C'est une, je ne sais plus. Il va falloir rechercher sur le YouTube de la ville de France le titre que Kelly a présenté. Ah si, je l'ai. Les et donc, il y a quoi à gagner si on trouve? C'est ça. Les amours interdites, c'était pas ça? Oui, c'est ça. Je dors très mal. C'était ça. Je suis retournée sur le fichier, hein. J'ai pas de mérite. C'était du coup le café lecture en lien avec Sayo, avec Sayonara. Ah oui, celui qu'on avait fait sur Japon. Et Jean-Michel, vous avez trouvé ça écrit comment? Parce que moi, j'avais trouvé ça assez lent. C'était comment cette fois? Comment ça, lent? Enfin, je ne sais pas là, je trouve que c'est écrit, il y a beaucoup de, comment dire, c'est parfois un peu confus pour un esprit occidental. D'abord, c'est un ouvrage qui est précédé d'une introduction du traducteur ou de l'éditeur. Et puis, il n'entre pas tout de suite dans le vif du sujet. Il commence par des considérations sur l'état du Japon au moment où il écrit, sur l'état moral intellectuel du Japon et même de l'Occident en général. Hein. Des sociétés contemporaines. Et ce n'est qu'à la fin qu'il entre dans le commentaire du Hagakure. Donc, ça donne une impression un petit peu de confusion. Bon, voilà. Est-ce que d'autres ont déjà lu Mishima? Ça vous parle? Celui-là, je l'ai lu justement il y a quelques années. J'en ai un bon souvenir. Merci. Oui, je crois que vous avez un grand intérêt pour le Japon hein, au départ. Donc, c'est sûrement le pourquoi vous étiez parti dessus, non? Pas forcément. On peut avoir... Alors, on vient d'avoir André. On lui souhaite la bienvenue. Ça y est, il a réintégré, il a intégré le groupe du Café Lecture. Bonjour André. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bon, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, c'est sûr, Ah, on voit. Et moi, je le vois. C'est toi vous le voyez? Eh bien, il n'y a que moi. Oui, je pense que j'ai des petits problèmes de connexion, mais à tes souhaits, Laura. Oui, Laura. Ben, dis donc. Pardon. Merci. Bon, alors, comment? Ah, ouais, ne t'en veux pas. Pour en revenir... ça marche bien. Oui. Pour en revenir à Mishima, on peut avoir une grande estime et même une admiration pour l'auteur et ne pas adhérer complètement à ses idées politiques et sociales. Oh. Ah oui, tout à fait. Merci, Jean-Michel. Merci. Qui se lance après le Japon? Allez,
Je me lance. Alors, Allez. je vais vous présenter Poppy et les métamorphoses de Laurie Frankel. C'est l'histoire d'une famille. La mère est infirmière aux urgences, médecin aux urgences, pardon, et le père est écrivain. Ils vont avoir, ils vont avoir 4 enfants, dont tous les garçons. Et ils essayent une dernière fois d'avoir un enfant et une fille, qui est leur rêve plus ou moins secret depuis plusieurs années. Et mon enfant naît, Claude, qui est un garçon. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, dès ses 3 ans, Claude commence à s'affirmer comme une fille. C'est-à-dire qu'il préfère mettre les jupes aux robes. Sa première tenue de plongée, il a choisi avec sa grand-mère, c'est une tenue rose. Elle va même prendre le nom de sa tante décédée, Poppy, et donc va vivre entièrement en tant que Poppy dans la famille. Du coup, on voit les effets que ça a dans toute la famille. Et aussi par rapport au monde de l'extérieur qui est un peu rouille pour les personnages changeants. Voilà, donc on suit la vie de Poppy de ses 3 ans jusqu'au CM2. On voit aussi la réaction des frères, de la famille, de la société. Voilà. C'est intéressant de voir que le père, finalement, a un rôle de femme au foyer alors qu'il est écrivain. C'est lui qui va s'occuper des enfants la plupart du temps. Et même plus spécifiquement, chaque soir, il leur raconte une histoire qu'il a complètement inventée pour eux. Et cette histoire se transmet d'année en année, elle évolue, en y mettant des petites problématiques, entre guillemets. Par exemple, sur le cas de Poppy, il a créé une princesse britannique, la reine des fées, etc. Donc, il essaie de s'adapter son histoire au quotidien des enfants. Ouais. C'est un livre que je recommande fortement, qui se lit très facilement, malgré le nombre de pages. Il y en a, 588 à peu près, mais il se dévore très rapidement. Il y a... Voilà, je crois que c'est... Oui, on voit... il faut préciser que l'auteur elle-même, son enfant est un garçon, est une fille trans, donc du coup, elle connaît le sujet. Et elle a partagé ses connaissances dessus avec le père qui fait des recherches sur Internet pour tout savoir sur la transidentité, et la mère qui, elle, a des connaissances médicales par rapport aux problèmes, par rapport aux retardateurs de croissance par rapport à l'hormone, par rapport à l'œstrogène qu'il faudra régulièrement à vie. Enfin, voilà. Désolé, c'est un peu confus. Mais c'est vraiment un roman qui m'a bien touché. Donc, je ne peux que recommander à ceux qui veulent. Ça m'a fait un peu penser à la BD Transition. Pardon, j'ai pas bien entendu. On se place du point de vue de qui, de cet enfant? Du point de vue extérieur, à la fois des parents et des autres garçons. Une copie aussi. Ça me fait penser à la bande dessinée Transition. C'est le cas d'une mère qui a un garçon trans, qui a du mal à l'accepter et qui va utiliser ses connaissances médicales pour connaître le sujet et donc pouvoir finalement accepter son fils. Et quelle est cette bande dessinée Transition. Transition, oui. On l'a à la bibliothèque des Champs-Plaisants, dans notre fonds égalité des genres. Et c'est vrai qu'elle est très, très bien faite parce que ça parle de la transition, en fait, d'une personne du point de vue de sa maman, en fait. Donc, c'est très touchant. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Et, je la recommande vivement.
Voilà, donc en gros, Poppy et les Métamorphoses, ça ressemble beaucoup à cela, sauf que le père, lui, reste dans le domaine de l'imaginaire, comme si une pilule pouvait transformer Claude en Poppy définitivement, c'est ce qu'il lui souhaite, quoi, que ce soit le chemin le plus facile. Et la mère lui dit non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a beaucoup de dialogues très fins justement sur le sujet entre les deux parents. Donc, voilà. Je ne connaissais pas, moi, personnellement, le thème de ce livre. Je l'avais vu passer, mais je ne savais pas que c'était cette thématique. Merci pour la découverte, du coup. Voilà, rien. La couverture Alors, est en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est une jolie couverture. Alors, il y a un petit bruit, on n'entendait pas très bien, Sarah. Il y a un petit bruit parasite. Ouais. Je ne sais pas chez qui, Gérald, je pensais que c'était chez vous, mais après. Ouais, Du coup, vous avez le micro coupé, Gérald. Est-ce que vous pouvez. Ouais, là, c'est bon. Mais il y a un bruit parasite. Est-ce qu'il y a une radio qui est branchée Ouais, c'est ça, il y a quelque chose derrière. Ouais, on croirait qu'il y a une radio. Non, personne n'a. Non, Ou alors il y a un écho. Ah, c'est un écho. C'est un écho parce que c'est les paroles qu'on entend en assourdi, oui. D'accord. Ok, bon, bah tant pis. Bon, on va essayer de faire avec. Hein. Alors, qui se lance? Qui présente son document? Le suivant. Ouais, c'est ça. Allez, je vais y aller. Ah. Allez, André, on vous écoute. Non, c'est pas moi. Non, c'est Gérald. Pardon. Voilà. Ah, ça y est, André, je vous vois. Je ne vous voyais pas tout à l'heure. Alors voilà, c'est un roman français. Ok. Un roman de Jim, qui a été écrit, qui est publié depuis 6 mois. C'est le 6e roman de Pierre Bailly. Et c'est le portrait d'Emeric, un garçon du Jura qui s'accommode bien de la précarité, qui lui apporte une certaine liberté. Après une séparation non souhaitée et un séjour de quelques mois en prison, il renoue avec la vie et dans un concert, il va retrouver Florence, une ancienne collègue de chez Casino, de 15 ans, son aînée. Florence est seule, elle porte depuis 6 mois l'enfant de son amant. Et quand le petit Jim vient au monde, Emeric en tomberait dingue. Il le considère comme son fils. Tout comme Jim le pense, je dis bien le pense, comme son père. Il va l'élever jusqu'à ses 10 ans. Et puis, un matin, réapparaît Christophe, l'ancien amant, le père biologique, brisé par la mort de sa femme et de ses enfants. Et Florence lui ouvre la porte. Alors, je ne vous dis pas la suite, hein, parce que c'est là que tout se noue. Mais c'est vraiment un roman qui se termine par un mélodrame. Hein. On finit sur un fil. Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé remarquable. Déjà, pour moi, grande qualité. Hein. Il fait 250 pages. On est à 25 ans en 250 pages. Et le truc qui est extraordinaire, c'est qu'on l'ouvre sur un concert de rock. Mais 25 ans après, la musique a un peu changé. Et on l'a fini sur un concert de musique électro. Donc ça, c'est pour le clin d'œil que j'ai trouvé plutôt pas mal. Après, dans ce roman, on peut voir trois choses, quoi. C'est un roman très fort, je trouve, sur la France contemporaine et celle des intérimaires et des campagnes qui meurent, puisqu'il y a des pages il y a des pages très bien écrites sur le vendeur chez Casino à Saint-Claude, au fin fond du Jura, ou chez Paul, dans la galerie de la Pardieu à Lyon, avec le bruit, le froid et les gens qui travaillent en étant heureux de travailler, quoi. Et c'est aussi un roman super important, je trouve, sur ce que représente la paternité et qui ne se mesure pas par le lien du sang. J'ai jamais lu de roman, moi, sur les beaux-parents et sur le thème de la belle-mère, du beau-père, ce statut en fait de paternité qui n'en est pas un. Et là, on est vraiment au cœur du réacteur. Donc, il y a quelques temps, on avait tous lu, je pense, McCarthy, La Route, hein, où on avait cette relation super forte entre le père et le fils dans un monde post-apocalyptique. Alors là, on est vraiment on n'est pas dans le même monde, hein, on est dans la France contemporaine, au fin fond du Jura, entre Lyon et le Jura, et tout se noue quand même
Et comment ce père fait des rêves pour l'enfant, comment il se projette et il veut construire son bonheur, et comment chez Emmerich, qui ne trouve pas vraiment sa place dans la société, il est intérimaire, il ne trouve pas vraiment sa place, comment ce monde d'un seul coup va prendre toute la place. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et troisième roman, disais-je, puisque il y a quand même une vraie construction dans ce roman, avec ce plan machiavélique qui se déboucle à la fin sur un semélo. Et vraiment, j'ai trouvé ça bien, bien, bien. Et donc, roman assez court, je vous disais, 250 pages, il n'y a jamais de psycho, il n'y a jamais de cynisme. Les personnages sont tous attachants, pas méchants, presque bienveillants. Alors, bien sûr, il y a des mensonges qui se superposent, on comprend après pourquoi, mais il n'y a pas de... C'est pas tordu, quoi. Donc, le style est plutôt juste, les phrases sont simples. Moi, j'ai vraiment un super livre. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez raté à la bibliothèque, Laura, mais il faut vraiment le remplir. Je vous avoue, Gérald, quand vous m'avez envoyé le mail, je vais mettre en lien un petit podcast que j'ai envoyé du Masqué de la Plume. Je vous le mets en lien à tous c'est ce que j'allais dire. Vous puissiez. Ils l'ont encensé, il a été complètement encensé par la critique. Ouais, mais tous ceux qui l'ont lu. Il m'a ému, en fait. Enfin, la critique m'a ému, rien que vous en entendre reparler. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais est-ce que c'est émouvant comme livre? Parce que ça a l'air de l'être, en tout cas. Ouais, c'est émouvant parce que il n'y a jamais de pathos, il n'y a jamais de. C'est jamais larmoyant. Il est toujours. Il est toujours factuel, positif, et je ne sais pas comment il n'y a pas de fausse psychologie de type qui est avec son chagrin, qui ne s'en remet pas. Il n'y a pas. 25 ans, 250 pages, ça va vite. Hein. Donc, et par contre, on a tout le temps, on a mal pour lui, quoi. Oui, mais il a. Enfin, la critique, et là vous en entendez parler, donne l'impression qu'il retourne un peu les tripes. Oui, apparemment, certaines personnes ont pleuré. Ouais, moi j'ai envie de pleurer rien qu'à entendre en parler. En fait. Justement, je ne voulais pas le lire. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler du retournement, parce que le retournement, après, il reste quand même 30 pages, et ces 30 dernières pages, ça se lit sur on peut pas le quitter, quoi. Moi, je l'ai lu en 3 jours. Hein. J'arrivais pas à le lâcher. Au départ, j'avais pas prévu de le lire si vite, mais c'est très bien. Je connaissais pas du tout cet auteur, et a priori, ils ont recommandé aussi de Pierre Bailly. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est L'Homme des Bois. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est son 6e roman. Donc, a priori, c'est un écrivain hyper contemporain qui est plutôt sur le thème de la campagne, le Jura. Et, a priori, l'auteur est du Doubs. Donc, il y a des très belles pages sur sur la France d'aujourd'hui. C'est vrai que le thème des campagnes quand il nous parle du supermarché de Saint-Claude, on voit tous une campagne profonde qu'on connaît, et la même désolation avec les 2 pépés. Voilà. En plus, là, et nous l'avons à la bibliothèque des Champs Plaisants. Fabienne, si tu peux me le mettre de côté. Je te le réserve. Donc voilà, pour Pierre Bailly. Eh bien, top, ça fait envie. Merci. Merci beaucoup. Merci, Gérald. Alors, moi, je veux bien présenter mon roman parce que du coup, c'est pareil, une pépite. Hein. J'ai adoré. J'ai ouvert le livre en me disant, bon, on verra bien, parce que je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et j'ai adoré. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai lu en 2 jours. Donc, pareil, hein, je ne dormais pas. Il fallait que j'avance. Donc, c'est La peau des pêches par Salomé Berliou. Alors, Salomé Berliou, elle est comédienne. Donc, son roman, c'est il est à la fois autobiographique, c'est de l'autofiction. Enfin, c'est un peu une sorte de témoignage, en fait.
et elle va parler de stérilité et de PMA, donc procréation médicalement assistée. Alors vraiment super. Donc le personnage principal s'appelle Diane. Diane a 28 ans, elle tombe amoureuse, elle vit à Paris, elle a un travail qui lui plaît énormément. Elle est plutôt, c'est plutôt une femme très positive. Enfin voilà, tout lui réussit. Elle rencontre son mari qui a 15 ans de plus qu'elle. Ils tombent fous amoureux, ils se marient un mois après. Enfin voilà, c'est vraiment une très très jolie histoire qui commence très très bien. Et puis, à un moment donné, il se décide d'avoir un enfant. Lui a déjà une petite fille d'une précédente union. Donc, il décide d'avoir un enfant. Et en fait, ça ne vient pas. Ça vient pas, ça vient pas. Donc, elle décide d'aller voir son médecin. Elle lui dit, bon, ben voilà, on aimerait faire un enfant. Il lui dit, mais c'est tout à fait possible. Vous êtes extrêmement jeune. Et donc, ils font des tests tous les deux. Des deux côtés, tout va bien. Mais ensemble, ça ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Donc, commence un long chemin en fait médical pour essayer de trouver une solution. Et puis, ça vient toujours pas. Et donc, du coup, plein de gens vont donner un peu leur avis, comment faire. D'où le titre, en fait, La peau des pêches. C'est sa belle-mère qui est d'une autre génération, qui a 80 ans, et qui va lui dire, mais tu sais, j'ai remarqué que tu manges les pêches sans enlever la peau. Il y a beaucoup de pesticides. Il faut peut-être éplucher les pêches. Voilà, tout le monde donne un petit peu son avis sur la question. Et c'est vrai qu'au départ, c'est très compliqué pour elle. Enfin, pour eux, ils ont décidé de ne pas le dire. Et donc, les proches, forcément, en voyant son corps changer, parce qu'elle elle prend des médicaments, des hormones, tout ça, pour pouvoir justement avoir un enfant. Donc, elle va changer, elle va prendre énormément de poids. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un livre magnifique, très touchant sur la vie des gens, sur t'inquiète pas, t'es très jeune, ça va venir. Et puis, sur le poids de la société, faut faire des enfants, quand est-ce que ça arrive, c'est pas normal. Enfin, voilà. Donc vraiment magnifique, magnifique roman. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Enfin, très sensible, très belle écriture. Enfin voilà, je le recommande vraiment. Donc c'était la première fois que je lisais un livre sur cette thématique-là. Et très très bien. Voilà. Merci Fabienne. J'avais lu une BD sur cette thématique qui s'appelait, je crois, dans mon souvenir, de Fille Vampire ou quelque chose comme ça. Un titre. Et c'est la Oh putain, ça m'intéresse. Voilà. Du coup, on avait le sujet. Alors, ça a calmé tout le monde. Hein. La PMA. Moi, je veux bien vous présenter le prochain, mais ce sera peut-être un peu long. Alors, je me disais que ce serait bien que si d'autres personnes voulaient passer. C'était celui-là. Ah oui. Présente. Et voilà, Fives. Et donc, de père en fille, c'est la vie du papa, c'est ça? C'est du point là, de vue c'est l'autre point de vue. Toi, c'était plutôt la main. Tout à fait. Et là, c'est plutôt vu d'un point de vue masculin. Et il fait combien de pages, Fabienne, ton livre? Alors, il fait presque 300 pages. Il fait à peu près 280 pages, quelque chose comme ça. Alors, donc, c'est pas très, très... c'est pas trop long. Ouais, c'est un petit roman et vraiment, on ne le lâche pas, quoi. C'est d'une sensibilité vraiment dingue. Enfin, et oui, on n'a pas idée des difficultés que les gens rencontrent pour quelque chose que tout le monde pense simple. Donc, et puis, ce qui est très, très dur, c'est qu'elle voit les gens plus jeunes qu'elle même ne pas essayer d'avoir d'enfants et puis tomber, comme on dit, tomber enceinte. Donc, voilà, c'est très compliqué. C'est un point de vue assez, assez touchant. C'est bien que tu le présentes parce que on en parle de plus en plus. Du coup, c'est intéressant que la littérature s'y mette aussi, en fait. Oui, complètement, ouais. Et c'est autobiographique ou pas du tout? Alors oui,
Oui, c'est autobiographique. Ouais. Alors, elle a pris le parti de changer certaines choses, forcément. Hein, et puis, le nom, elle s'appelle Salomé et son personnage s'appelle Diane. Ouais. Mais oui, tout à fait, c'est autobiographique. D'accord. Voilà. Comme je disais, entre l'autofiction, le témoignage, l'autobiographie. C'est peut-être ce qui rend le roman aussi touchant, quoi. C'est qu'elle n'a pas faim la sensibilité des personnages. Oui, complètement. Elle n'a pas eu besoin de vraiment creuser, inventer en fait le sentiment, puisque voilà, c'est ce qu'elle ressentait. Et je pense qu'elle a vraiment réussi à le transmettre et du coup, avec brio. Le lecteur le ressent comme ça. Ah ouais, tout à fait. Et c'est un roman qui est récent, qui a été publié? Oui, il est sorti vraiment il y a peu de temps. Je vais regarder pour ne pas dire de bêtises. Il est sorti cette année, fin mars. D'accord. On voit Gérald se préparer un café. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai un focus sur vous, Gérald. Pardon. Hop, voilà. Pas de mal. Mais c'était bien de voir le café. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Alors, qui se lance sur la présentation de son... Oui, Kelly, vas-y, lance-toi. J'y vais. Alors moi, on a perdu Odile, a priori. Oui, on a perdu Odile. C'est ce que je vois. Et je vois qu'on a perdu une autre personne aussi dans la bataille. On a perdu André. Oui, on vient de perdre André. Il n'y a pas longtemps qu'on a dit perdre André. Oui. Je pense que c'est le café. C'était trop pour lui. Non, je surveille si on les réintègre. Mais voilà. On a perdu Odile et André. J'espère que... Un petit problème de tenez bon les autres. Restez avec nous. Allez, Kelly, lance-toi. Alors, moi, je vais vous présenter Autodafé de Elias Canetti. J'hésitais beaucoup à le présenter à ce café parce que c'est... Alors déjà, c'est pas une nouveauté, mais Jean-Michel m'a battu. Moi, il est né en 35. Enfin, il n'est pas né en 35, il est sorti, ce bébé, en 35. Mais il est long, il fait plus de 600 pages. Du coup, je me disais que c'était pas forcément la meilleure chose à présenter. Et puis, bon, c'est différent de ce qu'on peut lire habituellement. Donc, je me suis dit, allez, vas-y. C'est un livre pour Gérald. C'est ça, 650 pages. C'est pour vous, Gérald. Et non seulement c'est 650 pages, mais en plus, j'ai envie de dire, préparez-vous psychologiquement, ce n'est pas simple. Hein, on est sur du pavé comme on les aime, bien dense. Comme tu les aimes. Comme je les aime. Ce n'est pas du tout aéré. C'est un style qui est très... D'accord. Donc, une phrase, ça fait 2 pages, c'est ça? Presque. C'est très compact. On n'y va pas en cueillant des pâquerettes, quoi. Je veux dire, faut s'armer mentalement. Hein. C'est chaud patate à lire quand même. Mais c'est un espèce de petit bijou de style et d'écriture. C'est incroyablement bien écrit. C'est compliqué. Hein. C'est pas une promenade de santé, mais c'est génial. Donc, alors, si on veut avoir mal à la tête, c'est torturer les ménages. On pense. Fabienne connaît un petit peu mes goûts maintenant. Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup, hein, mais c'est particulier. Moi, j'aime bien les choses un petit peu torturées, hein, à lire. Parce que je trouve ça intéressant. Je m'ennuie un petit peu quand c'est trop simple. Et là, on ne s'ennuie pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, de quoi que ça cause? Parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Alors, ça parle d'un stynologue, Peter Kien, ou Kien, mes amis allemands me pardonneront, hein, qui est un peu un spécialiste de tout ce qui va être langue orientale. Quand il fait des traités, il fait figure d'autorité dans son domaine. Il est complètement inapte à la vie en société. Hein. C'est un homme qui, je crois qu'il est autiste. Quelque chose qui va peut-être te gêner, je ne sais pas, la mode.
Je sais pas. Il faut que tu regardes avant. André, je vais couper votre micro parce que du coup, ça pollue un petit peu la vidéo. Vous ne mettez pas, André. C'est déjà compliqué à raconter. Il faudra bien penser, André, après à réactiver votre micro. Vous allez juste dessus. Donc là, je vous ai coupé. Je vous ai mis en sourdine. Vas-y, Kelly, pardon. Donc, ce spécialiste des langues orientales, qui est complètement inapte à vivre en société, vit dans un appartement de plusieurs pièces. Cet appartement est en fait un appartement bibliothèque. D'ailleurs, il a enlevé tous ses meubles. Il n'y a que des livres chez lui. Il ne vit que pour ses livres, il parle à ses livres. Il a une vie extrêmement réglée où il ne fait qu'étudier, lire. C'est vraiment l'essence de sa vie. Et il a le malheur d'embaucher une intendante qui s'appelle Thérèse, qui va travailler à son service pendant 8 ans. Alors au début, elle épouste les livres, elle lui fait à manger. Et puis un jour, sur une espèce de coup de folie, il se dit, mais en fait, c'est la personne qu'il me faut pour être présente avec mes livres au quotidien. Et s'il m'arrive quelque chose, ils seront entre de bonnes mains. Et là, il fait la pire erreur de toute sa vie, parce que Thérèse se révèle en fait être une espèce de vieille harpie, une rondière qui n'en veut qu'à son argent. Alors, elle a tout pour elle. Alors, amie de la femme, bonsoir. Elle est moche, elle est illettrée, elle est on va dire chiante, on peut dire chiante. Elle ne fait que lui parler, elle est bavarde comme un petit, il ne s'en sort pas. Et elle va remplir une espèce d'antre de la culture, elle va le remplir de meubles. Parce qu'en plus, elle veut meubler cet appartement. Alors, pour avoir la paix, il va lui donner de l'argent, on va me chercher une chambre à coucher, parce que, au moins elle est dehors. Et cette Thérèse va tomber folle amoureuse du vendeur. Alors, il y a une scène très drôle où il lui dit « Oh, madame, très chère madame ». En plus, il lui dit qu'elle a la trentaine, donc il la flatte, elle tombe amoureuse de lui, et elle décide d'installer ce petit vendeur, ce jeune homme formidable, comme elle l'appelle, tu m'étonnes, à son compte en lui offrant un magasin de meubles. Et pour installer ce jeune homme, il lui faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut que son mari lui donne de l'argent, et donc elle va l'embêter pour qu'il lui fasse un testament. Sauf qu'en fait, ce pauvre professeur, il n'est pas si riche que ça. Et puis, je vous passe les détails, les moultes péripéties qui va terminer la première partie. Après l'avoir rossé pendant des heures et de l'avoir pratiquement laissé sur le carreau, eh bien, elle le fiche à la porte de son propre appartement. Et donc, non, il est génial ce livre, il est très drôle en plus, c'est formidable. Et dans la deuxième partie, on va suivre ce professeur dans ces espèces d'errances d'hôtel en bouge malfamé. Et il va rencontrer un nain bossu, joueur d'échecs, qui va, la totale, qui va l'escroquer. C'est formidable. Donc, il va l'escroquer au mont-de-piété. Je ne vous raconte pas comment, ce serait aller trop loin. Je ne peux pas faire ça. Et il va tomber au mont-de-piété sur sa Thérèse, accompagnée de son concierge, qui est une brute épaisse, ancien policier qui frappe tout le monde. Et qui va mettre ses livres en gage. Il s'ensuit une espèce d'énorme baston. Ils vont finir par être emmenés au commissariat et on rentre dans la troisième partie. La troisième partie, comment est-ce qu'il va ou non se dépatouiller de tout ça? Voilà, je ne sais pas terminer les interventions, c'est complètement nul. Mais enfin, ne dévalorise pas comme ça, c'est très bien, on est à fond. Il est formidable. On est suspendu à tes lèvres. il est formidable, c'est drôle. C'est drôle, c'est misogyne. Alors, on vous fait un portrait de la femme, mais réellement, il ne faut pas se marier. Hein. Les femmes sont toutes des enquiquineuses qui vous parlent. Surtout, c'est très embêtant. Pour dire des bêtises en plus. Mais si vous avez 3 semaines à perdre, si vous n'êtes pas déprimé et que vous voulez lire un livre intéressant avec un style grandiose et magnifique, lisez ce livre. Eh bien, tu sais quoi? Tu m'as donné envie de le lire, Kelly. Oui, donc, tu me le mets de côté, je le lirai. Oui, moi aussi, je le lirai ultérieurement. Mais il va vous plaire, Jean-Michel. Oui, mais je pense moi, je préfère quand tu fais les comptes rendus, c'est sûr. Je pense que tu es un très, très grand écrivain. Oui, il a reçu le prix Nobel en 80. Tout à fait. Et, alors, bon, ce n'est pas une référence, mais ce n'est pas une référence forcément, mais dans la bibliothèque idéale, il y a eu plusieurs éditions, mais
celle que j'ai sous les yeux, et il est cité 5 fois, et en particulier comme parmi les 10 meilleurs écrivains allemands contemporains. Mais je vous propose que de la qualité, les amis. Donc, oui, oui. Et tu es toujours avec Otto da Fé ou c'est avec d'autres livres où il est cité Écoute, je l'ai sous les yeux, alors ça tombe bien. Mais... Non, pas du tout. Et alors, attends, je m'excuse, il faut que je recherche. Il y a bien sûr, alors où est-ce qu'il est, donc, ça commence évidemment par Otto da Fé, page 406, qu'est-ce que c'est? Mille excuses, hein. Je ne connais pas tout par cœur. Alors, il y a dans le Territoire de l'homme, qui semble être un roman qui est paru en 1913, donc c'est en fait un journal intime tenu pendant 30 ans, mais composé essentiellement d'aphorismes. La traversée du siècle, vue par un héritier de Lichtenberg et de Kafka, prix Nobel 1981. D'accord. Voilà, et puis des ouvrages plus politiques. Et puis, encore, 526. Allons rapidement. Ah oui, un ouvrage de Canetti qui s'appelle L'autre procès, lettre de Kafka à Felice. Un autre regard sur l'œuvre de Kafka à la lumière de sa correspondance avec sa fiancée Felice Bauer, de l'influence réciproque de l'amour et de la création littéraire. Et Kelly, on imagine que parce qu'on y arrive à un moment donné. On y arrive à un moment donné, j'ai envie de dire plusieurs fois. D'accord. Hein, vous avez senti le mystère? Voilà. Très historique. Donc, oui, mais c'est par contre, je tiens à le redire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas... On avait compris, hein. Voilà. Non, oui, on avait bien compris. Je ne veux pas faire des déçus avec des gens qui me jettent des livres à la tête en me disant c'est impossible à lire. Je préfère revenir. Surtout si les livres font 600 pages, les jeter à la figure, ça peut... Ah oui. Ça peut faire mal, hein. Ça peut être très douloureux. On a des métiers dangereux. Hein. Il refaut un confinement. Si on peut reprendre le café en présentiel avant. D'accord. Oui, ce serait quand même chouette, hein, qu'on puisse se voir. Mais moi, j'avoue que le confinement 1, ça m'a permis de lire à la recherche du temps perdu, les 7, quoi. Ah bon, vous avez fait tout le... Ah ouais. Et alors là, je ne sais pas quoi dire. Félicitations. Et pourtant, le premier, j'ai fait comme les chevaux, quoi, 15 refus d'obstacles. Je le prenais, je ne dépassais pas 50 pages, j'arrêtais. Moi, c'est pareil, je m'arrête à la chandelle. Je n'arrive pas à aller plus loin. Quoi. Il faut passer. Parce qu'après, c'est l'aspirateur et j'ai fait les 7. J'ai fait les 7. Et pourtant, je bossais. Bon, enfin. Et là, l'épilogue, enfin, sans rien, il ne faut peut-être pas dévoiler ça, mais il retrouve ses livres ou pas? Il retrouve ses livres pas complètement. C'est pas bien, Gérald, ce que vous faites. Il retrouve ses livres. Et non, et alors là, du coup, tu dis, il va falloir lire ce roman pour connaître la fin. Il va falloir lire ce roman pour connaître la fin. Fabienne et Jean-Michel, nous la rencontrons. Non, mais c'est peut-être pas ça, finalement, le fil conducteur du livre. Hein. Va-t-il retrouver ses livres? Et donc, c'était juste pour le clin d'œil. Mais si ça fait partie de l'épilogue, il ne faut évidemment pas le dévoiler. Il y a plein de choses. Va-t-il retrouver ses livres? Va-t-il se débarrasser de sa femme? Va-t-il retrouver une santé mentale? Va-t-il aussi autodaffer sa femme? Oui. Je ne sais pas. Kelly, à ton avis, pourquoi ça s'appelle autodafé? À mon avis, à moi? Oui. Je ne peux pas le dire. Parce que du coup, c'est la clé du roman. Voilà. Pour connaître la foi. Bon, et c'est cette fameuse Thérèse. Oh la méchante, oh la vilaine. Je passe mon tour. Merci Kelly. Bon, en tout cas, ça donne bien envie. Ouais, merci Kelly.
Merci. Alors, qui se lance? Tous les micros sont activés, allez-y. André Oui. et Gérald, je crois qu'il en a un deuxième à nous présenter. C'est qui, André, vous lancez? Vas-y, André, Bah, vas-y. allons-y, oui. Bon, moi, je vais vous présenter une bande dessinée. C'est beaucoup moins sérieux que ce que vous avez lu. Hein, je m'excuse. Mon côté ado qui revient un petit peu sur cette époque rock'n'roll. Il y a des BD très sérieuses, non? Oui, oui, je sais. Non, je plaisante. Non, mais une époque, c'était de la sous-culture. Maintenant, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Il y en a qui sont vraiment. Celui-ci, celui que j'ai lu, il correspond à l'époque des années 60-70. Et l'auteur, c'est Fan, qui a entre autres écrit Joe Bar. Bon, enfin, j'ai un truc. C'est un livre sur c'est une bande dessinée sur les motards, etc. Ah, Joe Bartim. Oui, Joe Bartim. Ok. J'adore. Oui. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y en a même pas ni au Non, Champ c'est Plaisant. vrai. On a vu ça avec Chloé hier. C'est étonnant parce que c'est quand même, quand même de la bonne, enfin, de la bonne BD quoi, pour ceux qui aiment les motos. Ouais. Effectivement, on n'en a pas, c'est vrai. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un western mécanique. C'est-à-dire que ça se passe dans un grand désert, dans le désert continental. On ne dit pas que c'est les États-Unis, mais bon, ça y ressemble beaucoup. Et entre autres, il y a une vieille station-service qui est tenue par un vieux monsieur, O'Neill. Et l'emblème, l'enseigne de cette station-service, c'est un... Oui, j'ai vu les Joe Bartim. L'enseigne de ce motel, bar, station-service en plein désert, c'est un B-17, un avion qui a été abattu pendant la guerre. Donc, le vieux O'Neill, on apprend qu'il est propriétaire de cette station et entre autres, il était mécanicien du bombardier qui s'est fait descendre. Donc, le thème, c'est très basique, c'est sur les courses de voitures et de motos. Et c'est pris sur les années 50 aux États-Unis, sur le lac salé de Bonneville, des types un petit peu décérébrés qui n'avaient qu'une passion, c'était de conduire des voitures très vite et en ligne droite. Donc, certains jeunes veulent revenir 10 ans après et reconstituer ces courses de voitures. Donc, je disais que c'était une ambiance un peu rock'n'roll parce qu'il y a du costume. D'ailleurs, Streamliner, c'est un petit peu la forme aérodynamique des voitures et même des locomotives à l'époque. Donc, c'est costume, tatouage, musique, pin-up. Excusez-moi, mesdemoiselles, c'était l'époque des pin-up qui faisaient de la publicité pour les produits dérivés du pétrole. Moteur V8 qu'on entend bien dans la manière de dessiner, avec des mauvais garçons et des filles teignent, parce que les filles, elles ne se laissent pas faire par les mecs. Et les filles, elles sont surtout en moto. Et donc, ils vont reconstituer une grande course en ligne droite et en passant dans un canyon. Et là-dessus, vous entendez, avec un peu d'imagination, un vieux rock'n'roll des années 50 et vous entendez le moteur des V8. Alors, je vais vous montrer quelques photos parce que j'aime beaucoup le graphisme. Là, je ne sais pas si... Ouais. Non, on ne voit plus rien là. Ah, ici. Là, on voit vous voyez l'avion avec le motel? Ça fait un peu du dessin à la Tintin, je trouve, moi. Oui, si on veut, oui. Là, il y a une jeune fille qui fait casse à bécane. Ah, là, un peu moins. C'était là qui me faire penser à Tintin. Non, c'est pas Tintin, là. Non. Là, on y est moins. Là, c'est une pin-up sur sa moto. Ouais, ça change de chaîne ou je sais pas qui. Très américain.
Là, on voit le Bombardier, qui est l'enseigne du motel station-service dans le désert. Là, on voit une des voitures. Ah, nous revenons chez toi. Elle est très sympa. Ça doit être une Ford. Enfin, il a pris des modèles de voitures, mais il les a redessinés. Et là, l'ambulance vroom vroom, la course entre les filles et les garçons sur voiture et moto. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, je crois que j'ai fait le tour. C'est un gros pavé, hein, il fait dans les 300 pages. Et donc, il avait sorti à l'origine. Ah oui, parce que s'il y a plusieurs tomes, c'est ça? C'est un intégral? Oui, là, c'est un intégral. Normalement, il avait sorti en 2 tomes. Et puis, on lui a conseillé de le faire en un seul, etc. Et il pense en refaire un autre, tout en noir et blanc, par contre. Mais c'est vrai que c'est très agréable comme BD parce que ça va très vite. C'est, je vous dis, l'ambiance rock'n'roll des années 60, 50 et 60. Voilà, c'est tout ce que je vous le conseille. Ça se lit très, très bien. C'est pas de la haute littérature, mais ça fait du bien aussi. Bah oui. Voilà. Merci André. Merci. Merci André. Très joli en tout cas. Ouais, c'est un beau dessin. Ça vous a plu vous avez bien vu les dessins, hein? Oui. Ouais. Ah oui, on a très très bien vu. Ouais. Alors ça, c'est un champ plaisant que je l'ai recueilli. Voilà. Ok, merci. Merci. Moi, j'ai De rien. jeté un coup d'œil. Vraiment, les dessins, je les trouve chouettes et j'aime bien cette ambiance. D'ailleurs, Ouais, on parlait de BD, j'ai une question pour Laura. Une brève histoire de l'humanité en BD, ça y est, elle est disponible C'était laquelle, rappelez-moi. La brève histoire d'humanité, là, c'est issu d'un énorme projet, on va dire, d'un auteur israélien où il reprend toute l'histoire de l'humanité. Ah oui, c'est Sapiens. Ouais, et quand j'en avais parlé, vous m'avez dit, ce truc, il est disponible en BD ou il va être disponible en BD. Il me semble, je vérifie, mais il me semble qu'on l'a mise dans le circuit. Je suis en train de regarder en même temps. Tac. Non, il ne doit pas encore être passé. Il faudrait qu'on la passe. Tiens, on va se le noter avec Kelly de la passer dans le circuit prochainement. Là. Et il doit être arrivé, mais elle doit encore être en bas. À vérifier à la bibliothèque. C'est comme je ne suis pas sur place, mais je ne pense pas. Je ne la revois pas au portail. Mais on l'a acheté. Ah, si. Si, c'est bon. Ça y est, on l'a. Ouais. Parce qu'en fait, elle ressort sous la naissance de l'humanité. C'est le tome 1. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Donc, si elle est empruntée actuellement, mais regardez. Vous noterez le service exceptionnel de la médiathèque, vous demandez un titre et vous l'avez dans les... Voilà. C'est quand même beau, elle est censée rentrer le 15 septembre. Voilà, vous voyez. D'accord. Qu'à la rigueur, on peut faire une petite réservation. Si vous voulez. Oui, je vais passer très vite. D'accord. Donc, si, elle est bien dans le circuit. Mais pour le moment, il n'y a que le premier qui est sorti. Hein. Je ne crois pas pour le moment que le reste soit sorti. Non, comme on a fait un aparté BD. Je vais continuer dans l'aparté BD. Oui, voilà, je pense que tu vas continuer. Allez. Donc, je vais présenter une BD adaptée. Alors, je crois qu'il avait lu le livre, c'est dommage qu'elle ne soit plus là. Idis de Robert Badinter. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Alors, nous, on l'a à la Bibliothèque des Champs Plaisants en roman, voilà, en livre. Celui-ci. Donc, il parle de sa grand-mère, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, est-ce que vous voyez le partage? Donc ça, c'est le roman. Et donc, ils viennent de sortir une adaptation BD de ce roman que je vais vous montrer, qui est là. Donc, un dessin
hyper enfantin. Où on s'attend, je pense pas, à un sujet quand même aussi dramatique, parce que du coup, on est sur un roman, au départ, un roman témoignage, donc, une BD témoignage. Donc, Robert Badinton est le petit-fils d'immigrés juifs qui sont venus en Europe au début du XXe siècle. Et donc là, il nous parle de sa grand-mère, Idis, justement, qui ont été, donc sa grand-mère maternelle. Donc, c'est un récit biographique et historique. Et une famille qui a été immigrée et qui est venue en France ouvrir un atelier de confection où tout se passait bien au départ, et où petit à petit, on va dire la noirceur des événements de l'époque fait que cette famille a été complètement disséminée. La guerre, voilà, a été vraiment inévitable pour cette famille. Les choses ont basculé vraiment peu à peu. Et ce que je trouvais chouette dans cette BD, c'est outre la partie historique, on parle beaucoup de la tendresse et de l'amour que partagent les personnages. C'est vraiment très présent. C'est ça qui fait que cette famille reste droite, toujours fait preuve de beaucoup de droiture. Il y a beaucoup de chaleur qui règne. Ils ont confiance vraiment en leur famille et en l'occurrence dans le pays où ils immigrent, donc la France. Et puis évidemment, on voit tous les affres de la guerre, de l'occupation, des lois anti-juives. Voilà. Et Robert Badinter, on sent très bien l'amour qu'il a pour sa grand-mère. Je ne sais pas comment c'est décrit dans le roman, mais là, en tout cas, dans la BD, c'est extrêmement bien repris, ou en tout cas bien raconté. Le scénario, il est chronologique, donc du coup, assez facile à lire. C'est pour ça que je pense que c'est une BD qui est accessible à tout âge, je dirais. Même pour les jeunes, si on veut commencer à leur parler de l'histoire, je pense qu'elle devient accessible de par ça. Avec un dessin qui n'est jamais monstrueux. On n'est jamais vraiment d'horreur dans le dessin. Autant plus accessible à tout âge. Par contre, beaucoup de textes. C'est à savoir, c'est une idée pour le coup qui a une densité de texte assez importante. Je vais vous montrer un petit peu le dessin parce qu'il flirte vraiment avec l'enfance, la jeunesse. Les couleurs sont douces, pastel. Enfin, est-ce que vous visualisez? Oui. Vous les voyez là, les dessins? Ce qui tranche avec la dureté de la vie. Ouais, complètement. En fait, ça apaise tout ce qui est toute la noirceur de ces événements. Le dessin, il est fort pour ça parce qu'il apaise, mais en même temps, je pense que cette BD, elle a besoin du coup d'être promotionnée parce que ce dessin un petit peu naïf, moi, il m'aurait peut-être fait passer à côté au départ du sujet. Je ne l'aurais peut-être pas prise, honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Parce que le dessin fait vraiment enfantin. Mais le sujet est loin de l'être. Hein. J'en avais sorti une deuxième, je crois, en dessin. Vous voyez, c'est très... Voilà, c'est vraiment un dessin qui fait très jeune. Mais ce n'est pas une BD enfant. Et ce qui est intéressant à la fin de l'ouvrage, ça je vais vous le montrer sur le livre. Voilà. Vous avez 4-5 pages des lois et décrets du gouvernement de Vichy sur les lois antisémites, les lois xénophobes de la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, elle est vraiment documentée. Et ça, c'est assez intéressant de retrouver ça sur la fin de la bande dessinée. Voilà. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Vraiment, j'adore. C'est très. Moi, ça va me faire passer à côté parce que je trouve le dessin quand même très naïf. Mais le travail de la couleur est superbe. Voilà. Merci Laura. Il n'y a pas de coup. Ah, puis c'est quand même super important de rappeler que la France a su voter des lois aussi scélérates que ça.
Je sens un peu de cynisme. Ouais, c'est juste hallucinant. Donc, non, c'est bien de conserver ça en mémoire. On est capable du pire et il faut faire attention. Eh oui. Et puis, c'est une BD adaptée. Donc, voilà, je sais pas. Je crois que c'est Odile qui avait lu le roman. On aurait pu peut-être nous dire par rapport à la description si c'était assez fidèle. D'ailleurs, on n'a toujours pas récupéré Odile. Non, on a Non. perdu. Non, on l'a perdu, oui, définitivement, apparemment. C'est triste, définitivement. Non, définitivement, pour ce matin. Gérald est taquin aujourd'hui. Sur ce café lecture virtuel, on l'a perdu vraiment pour ce café. On la retrouvera au prochain. Bon, Gérald, aujourd'hui, je crois que c'est vous qui allez clôturer. Hein. Oui. Alors, je vais peut-être le faire bref. Catherine Cusset, vous connaissez? Non, je ne sais pas. Quelqu'un a déjà vu? La définition du bonheur, il sort dans cette rentrée littéraire. C'est le premier livre de la rentrée littéraire que je lis. C'est son 15e roman. C'est une voie un peu particulière dans la littérature française. Elle est à mi-chemin, je trouve, entre Annie Ernaux et Christine Angot. Elle a vraiment son univers à elle, très, très autobiographique. Voilà. Donc, je trouve que j'avais lu son précédent roman, L'autre qu'on adorait, et que j'avais trouvé fantastique. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là tout de suite quand j'ai vu son nom, le titre. Et j'allais dire, il ne m'a pas du tout déçu. Il reste dans ce que l'on a lu, dans la même puissance que L'autre qu'on adorait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est, on va le faire simple, hein, c'est des portraits de femmes. Voilà, attendez, j'ai juste besoin d'un truc. Parce que là, je suis en warning surtout, si je ne veux pas que ça coupe. Tac, 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 je déroule le fil. Ce serait dommage de nous quitter aussi. Surtout sur un critère comme ça. Il faut juste que je trouve une prise. Très bien. Je suis sauvé. Donc oui, je vous disais, L'autre qu'on adorait, c'était son précédent roman et le nouveau ne déçoit pas, il reste dans ce qu'elle sait faire. Alors les deux s'ouvrent de la même façon. Le prologue commence par un enterrement et après elle utilise le livre pour reconstituer ce qui s'est passé et ce qui lie les personnages. Donc une petite focale quand même sur L'autre qu'on adorait parce que je ne sais pas si j'en avais parlé et ça j'ai vraiment bien aimé. C'est un hommage en fait à Thomas, son ami suicidé de 39 ans, dans le prologue du livre. Et elle raconte, le fil, elle essaye de reconstruire, de s'interroger, de comprendre ce qui est arrivé à Thomas. Elle l'a rencontré lors des manifs étudiantes de Vaquet en 86. Il avait 18 ans, elle en avait 26. C'était l'ami de son frère. Alors, Thomas était beau, super actif, brillant. Rapidement, elle devient sa maîtresse et elle le quitte très vite, mais l'affection restera entre eux. Et puis après, Thomas, il rate Normal Sup. Il a juste Sciences Po, il est super déçu, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé, il part aux États-Unis enseigner. Il se perd un peu aux États-Unis, il entreprend une thèse impossible, hein, puisque son thème, c'est Proust et le classicisme. Alors, va dérouler le truc, quoi. Et avec une empathie extraordinaire, elle met en lumière les fêlures de son personnage, quoi, de Thomas. Donc, elle s'adresse à lui avec le tu. C'est assez perturbant au début, mais on s'y fait très vite. Et c'est vraiment très dense, c'est cruel, addictif. C'est un vrai portrait de quelqu'un un peu comme Rembrandt, hein, en clair-obscur. C'est assez drôle. Et cette densité chez ce Thomas, je trouve qu'on la retrouve dans justement la définition du bonheur au travers deux très beaux portraits de femmes. C'est un peu un roman engagé, quoi. C'est des femmes fortes. Les portraits de mecs sont je ne sais pas si on peut dire déprimants ou pathétiques. C'est pas facile, quoi. Y en a une qui tombe que sur des drôles de numéros et l'autre qui a un mari totalement lisse ou transparent. Donc,
voilà, vraiment, ça passe très vite. C'est très, très. J'ai vraiment apprécié et je suis ravi de cet achat. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas acheté ou qui ne peuvent pas l'acheter, volez-le tout simplement parce que ça apporte beaucoup de bonheur. Alors, sinon, vous pourrez l'emprunter à la médiathèque quand il sera là, parce que je crois qu'on l'a acheté. C'est pas la peine de voler des livres. Mais c'est pas un crime de voler un livre, c'est normal. Non, mais alors, trêve de plaisanterie, c'est. Donc, Catherine Cusset, je l'ai entendue sur Culture un matin de la semaine dernière. Elle présentait son livre, donc elle va commencer. Je pense que ça va être un roman important dans cette rentrée littéraire. Il va être parmi les titres qui vont, qui peuvent aller chercher des prix, quoi. C'est vraiment, vraiment, faut le prendre à la bibliothèque. N'hésitez pas. Alors, je sais qu'il y en a 500, il y a 500 bouquins qui sortent, hein, mais celui-là, il fera partie des belles, je pense, des belles réussites de cette rentrée ou des beaux plaisirs de lecture. Donc, ouais, alors c'est pareil, Catherine Cusset, dans tous ses romans, il y a une certaine construction qui nous amène au dénouement, parce qu'évidemment, quand le prologue s'ouvre sur un enterrement et qu'elle passe 350 pages à renouer les fils, à reconstruire, à s'interroger sur le pourquoi du comment, bah, c'est un gentil puzzle qui nous amène à une chute qu'on n'attend pas vraiment. Et pour le coup, dans la définition du bonheur, dans les dernières pages, il y a un renversement hallucinant, que j'ai trouvé très, très, très bien. Je ne l'ai pas du tout vu venir. Je le pressentais, puis après, je me suis dit non, ça ne va pas être ça, et bim! Non, vraiment, il n'y a pas que le plaisir de lire, il y a aussi le plaisir de la narration. On l'a commandé hier. Bravo. Très bon choix. Tout va bien. Très bon choix. Bravo Fabienne, bravo Kevin. Voilà. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce qu'après, on va vraiment rentrer dans le livre et puis il n'y a plus le plaisir de découvrir un peu ce qui unissait ces deux femmes. Non, mais ne nous en dites pas plus parce que surtout si c'est un livre de la rentrée, il risque d'avoir un grand succès. Ouais. Mais vraiment, il devrait se faire son succès tout seul. Hein. C'est deux très beaux portraits de femmes qui sont pas sur les mêmes, qui n'ont pas eu les mêmes destinées et qui pourtant, chacune dans leur voie, ont su rester fortes. Ça me fait penser à un livre, peut-être rien à voir, mais à Elena Ferrante, c'est pareil, c'est deux portraits de femmes qui restent. Tu l'as peut-être lu, Gérald? Oui, je les ai lus, ouais. Et non, rien à voir? Rien à voir. Par rapport aux deux portraits? Rien à voir, parce que Ferrante, j'avais l'impression des fois que c'était too much. Oui, je sais que sur Ferrante, il y a eu des gens qui ont adoré et il y a des gens qui n'ont vraiment pas aimé du tout. Alors, vous l'avez lu, Jean-Michel? Alors, j'ai lu les trois. Le premier, j'ai trouvé très bon. Oui. Le second, moyen. Et le troisième, très mauvais. Ouais. Alors, comme Jean-Michel, j'étais un peu plus loin. Le premier, je l'ai trouvé bon. Le deuxième, je l'ai trouvé vraiment bon. Ah oui. Le troisième, je l'ai trouvé moyen. Et le quatrième, il a fait pchit complètement. Ouais. Mais c'est à la vie partagée, je trouve. Qu'elle tirait, enfin, oui, ou elle, parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, tirait la ligne. Et puis, j'ai trouvé que autant les personnages pris individuellement étaient intéressants, autant l'arrière-plan politique, sociologique sur lequel ça se déroulait me semblait très artificiel, avec tous les clichés qu'on peut allier sur l'Italie. Ouais. Et je pense que l'Italie mérite mieux. Elisa Morente, quoi. Ils l'ont. Hein. Ah oui. Ah bah c'est autre chose. Hein. Bah c'est ça, on est d'accord. C'est un très grand écrivain et bon. Voilà. Il y a une autre qualité d'écriture aussi. C'est ça. Et dans Elisa Ferrante, quand on lit les portraits qu'elle fait des Italiens, de ce petit gamin là qui crève la dalle. C'est des clichés. J'appelle ça des clichés. C'était magnifique. Alors que l'histoire de ces deux filles est un peu artificielle. Là, il y a plein de fichecons avec à Naples, ils sont forcément dans la mafia. Il y a forcément des intellectuels.
Quand un Italien est un intellectuel, c'est forcément un communiste. Enfin bon, c'est. Oui, c'est ça. C'est cliché. Alors, je trouve que même la ville de Naples, on la sent pas, si je veux dire. Alors que c'est quand on a eu l'occasion de s'y rendre, c'est une ville qui est extrêmement intéressante et vivante. Et ça mérite mieux que ces, oui, j'allais dire, trucs qui sont plaqués. Enfin, bon, on sent pas, on n'est pas charnel, quoi, comme type d'écriture, comme type de roman. Enfin, moi, je trouve. Hein. Voilà. Bon. Non, mais comme Jean-Michel, moi, je partage cet avis. Mais Laura, vaut mieux afficher Elsa Morente. Voilà. J'aime bien Héranto. Elsa Morente a écrit en particulier la Storia, qui est vraiment un très très beau livre que je recommande vivement. Ça, je l'avais présenté, je crois, il y a 1 an ou 2, et qui est sublime. Oui. Et là, on a un portrait de l'Italie. Là, on a un portrait vraiment magnifique. Là, les personnages sont pas fictifs. Hein. Ok. L'histoire du môme là-dedans, c'est hallucinant, quoi. Je me souviens très bien de ce gamin. Cette mère et ce môme dans l'Italie après-guerre, c'est superbe. Superbe. Donc non, Catherine, il y a vraiment un lien entre ces deux personnages. On le retrouve à la fin, ce lien. Au début, c'est des histoires parallèles. Non, elles sont dans la vie réelle, ces deux filles, ces deux femmes. C'est pas comme ce qu'on disait précédemment avec ces deux Napolitaines là, qui au bout d'un moment, on se demande ce qui les relie encore, quoi. Tout est fait pour les séparer dans la vie. Qu'est-ce qui va les relier encore? Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pourtant, on est sur 40 ans. Hein. Lors de la scène de l'enterrement, elle a 65 ans, je crois, et le chapitre 1 arrive avec les 16 ans d'une fille. Donc, sur 350 pages, on déroule leurs 45 ans de vie, leurs 45 chemins de vie, 45 ans de... Oui, c'est ça, je ne sais pas comment on peut dire. Et avec des épisodes un peu qui marquent les virages de chacune d'elles. Mais voilà, ce que je peux dire de celui-là, c'est un bon choix que la bibliothèque a fait. Et n'hésitez pas. On en reparlera parce que vous allez le prendre. On en reparlera, je pense. Oui, certainement. Il va sûrement avoir un grand succès à la rentrée littéraire. Eh bien, merci Gérald. Merci. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, nous retrouver. C'est ça, se retrouver en présentiel cette fois-ci. Donc, la bibliothèque des Champs Plaisants ouvre le bal le 22 septembre. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous pouvez venir à la bibliothèque des Champs Plaisants. Est-ce qu'il faut s'inscrire? À 17h. Non. Il n'y a pas forcément besoin d'inscription. C'est vraiment, voilà. On a besoin d'un pass ou pas? Il y a besoin du pass sanitaire. Tu fais bien de le préciser. Oui, parce que je pense qu'il faut l'avoir tout le temps sur soi maintenant. On revient l'accès aux bibliothèques. C'est ça, sans jauge, mais avec un pass sanitaire. Alors, 17h30, c'est un quel jour? C'est un samedi ou c'est un... C'est un mercredi. Un mercredi? Ouais. Donc, je ne pourrais pas être là. Bon. D'accord. J'essaierai d'être là, oui, je pense que je peux. Ça me fait penser à Brassens, ça, le 22 septembre. Il y a une chanson de Brassens qui dit « Le 22 septembre, au diable où vous partîtes ». Après, on a repris aussi du coup des cafés musicaux à la médiathèque. Donc, le prochain, c'est le 25 septembre à 10h, c'est un samedi. Et reprise des cafés lecture à la médiathèque à 10h, un samedi aussi. Ah ouais, moi, le mercredi, c'est mort. Ouais, on a essayé avec Fabienne, on essaie de s'organiser pour faire un coup un samedi, un coup un mercredi. Donc, Fabienne le mercredi au Champ Plaisant et Kelly ou moi le samedi à la médiathèque. D'accord. Et puis si on peut, on serait toutes là. C'est ça.
Ah ouais, disons, 17h30, c'est super tôt. Pourquoi? Ce serait quoi l'horaire qui vous conviendrait? Oh non, en semaine, j'ai des horaires à la con. C'est après 20h. C'est enregistré, Gérard. Ah ouais, après 20h. ça, votre... Non, mais c'est pas grave. Votre patron sera content de le savoir. Bonjour, patron. Oh non, mais ça, c'est pas grave. Ça. Non, il m'a expliqué que j'étais corvéable à merci. On le sait tous, les cadres forfaits, on n'a pas le choix. Bon, enfin bref, ça c'est un autre débat, c'est pas très grave. En plus, je ne suis pas sur sens le mercredi. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous. On reprend en présentiel, sans inscription, avec un pass sanitaire. Voilà. Parlez-en autour de vous. D'accord. Voilà. Et ben du coup, on peut clôturer notre petit café lecture virtuelle. C'est la fin. Espérons que qu'on ne reprenne pas virtuellement. C'est quand même plus sympa de se voir en vrai. Donc, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Un bon appétit. Un bon appétit. Un bon courage à ceux qui travaillent pour la Saint-Fiacre et qui tiennent un stand des bibliothèques demain. Oui. Demain. Et cet après-midi, il y a également des lectures, un stand de bibliothèque à l'Orangerie. Donc, on sera présente de 14h à 18h pour des lectures. Et vous pouvez des petits ateliers. Vous pouvez venir dire bonjour, ça fait toujours plaisir, même si vous ne restez pas. C'est ça. Allez, merci à tous. Merci. Au revoir. Alors, bon courage à celles qui travaillent. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.